Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la mini-série de la Guilde sur la Quality Assistance, toujours avec Vincent Dos. Bonjour Vincent. Bonjour, Jean-François. Suite à l'introduction qu'on a fait au premier épisode sur la Quality Assistance, aujourd'hui on va rentrer un peu plus dans le concret, on va ouvrir le capot d'Open Classroom et de voir un peu ce modèle un peu à part que tu as co-construit avec tes équipes et qui s'est pas fait en un jour. Vous avez eu plusieurs transformations. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait une transformation ça se fait pas en one shot, ça se fait au gré des compétences qu'on va avoir sur le marché, de comment notre business il fait face à différentes actualités, si on arrive à atteindre nos objectifs financiers ou pas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire qu'on va pivoter. Je crois que tu as pivoté au moins 2-3 fois dans ton organisation. On a un peu parlé lors du premier épisode. Le but, c'est qu'on rentre un peu plus dans le détail et que tu nous dises qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Et surtout, vous allez voir, on va pas parler que de QM, mais aussi de développeurs, de produits dans cette organisation et cette transformation. Je te laisse commencer, Vincent, je sais pas si tu veux le faire de façon historique, si Alors, tu veux commencer par la fin. Fais comme tu veux. non, j'aime bien la version historique. Donc, comme je disais dans le premier épisode, moi, je suis arrivé, j'étais le premier à QA chez Open Classrooms. Donc, Open Classrooms, pour information, c'est quand même une école en ligne qui propose des formations sur des métiers en tension. La plupart des formations sont diplômantes. Et donc, quand je suis arrivé, donc, D'ailleurs, j'ai appris il y a pas longtemps qu'on pouvait passer son diplôme d'ingénieur en ligne avec Open Classroom. alors, Euh, ingénieur, non, mais tu peux avoir un bac plus 5, bac plus bac 5. plus 5, ouais. Bac plus 5, c'est ça. T'as Ouais. l'équivalent d'un bac plus Ouais. 5. Ouais. Et même dernièrement, on a la possibilité d'avoir des diplômes américains jusqu'à des bachelors sur, sur Open Classrooms. Donc moi, je suis arrivé quand même dans une équipe plutôt petite, mais j'avais une base super clean, on va dire. J'avais des fondateurs qui étaient très attachés, qui avaient un ADN qualité important, un CTO aussi qui était très porté sur la qualité. Ça fait aussi la possibilité de bien s'amuser dans cet écosystème-là. Euh, j'ai découvert la qualité. On en parle, on la définit rarement, mais en fait, elle est propre à chacun. Moi, quand je suis arrivé, je me rappelle que il y avait pas de testeur. La seule personne qui testait, c'était notre fondateur Pierre Dubuc, qui testait encore. Donc, il avait été développeur et maintenant il avait arrêté et il gardait les tests parce que c'est quand même une activité très importante, très stratégique. Ça permet de savoir qu'est-ce qui sort en production. Ça permet de tester le truc par rapport aux besoins des clients tu peux rencontrer en tant que fondateur tous les jours. Donc c'était une activité qu'il aimait beaucoup. Et j'ai découvert sa qualité à lui. Il était très exigeante. Il faisait des tests fonctionnels, il faisait des tests d'accessibilité, des tests de sécurité, il vérifiait le wording, il vérifiait la traduction. Et énorme. Et donc, je me suis adapté à ça, bien entendu, au départ. On était une petite équipe, une équipe produit. Donc, il y avait que moi. Et si je fais un saut dans le temps, enfin, un saut vers plus d'avenir, mais en fait, je me rends compte maintenant que, en fait, j'ai fait une erreur à cette époque-là. J'en étais pas conscient, mais le fait de mettre un rôle de QA, fait en sorte que ça déresponsabilise les développeurs. Puisque en fait, à l'époque, les développeurs faisaient énormément de tests. Bien entendu, quand tu envoies ta tâche Jira à ton fondateur, t'as envie de bien faire les choses. Et donc, tu déresponsabilises en mettant un rôle de QA à ce niveau-là. Euh, J'avais aussi dans tout ce faisceau-là
de bonnes choses. On avait des environnements de test qui étaient isoprod, un environnement par ticket Jira avec une URL directement accessible. Tout ça a été fait pour faciliter la vie de Pierre Dubuc à l'époque, mais qui m'a aidé en fait. Donc ça, c'était la première phase. On a grossi. On était en période de scale. Donc forcément, bah, l'équipe produit que j'avais, bah, elle est devenue 2, 3, 4, jusqu'à 7 équipes produits, 7 squads sur différents périmètres. Donc là, je n'étais plus en capacité de chaque squad, donc on a dû recruter. On a recruté jusqu'à 10 personnes. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir en fait des problématiques sur la quality assurance. C'est-à-dire que surtout qu'on avait un très haut niveau d'exigence. Donc on testait l'accessibilité, on testait multinavigateur, la sécurité, le wording, etc. Et donc tout ça faisait qu'à un moment donné, en fait, on s'est retrouvé les gens parlaient, les développeurs parlaient de goulot d'étranglement, de QA, et c'était bah, par notre faute, par l'organisation qu'on avait faite. Et donc c'est là qu'on s'est posé la question. Donc c'était en 4-5 ans plus tard que je suis arrivé, en 2020, 2021. Et un. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir en fait les articles de Atlassian sur la quality assistance, des présentations de Alan Page sur le modern testing, l'article de l'approche par phase de Dan D'accord. Buckland. Et donc c'est là où j'ai découvert en fait, qu'il y avait peut-être une autre approche possible qui potentiellement pourrait résoudre ma problématique que je voyais à un niveau métrique que je voyais assez bien, c'était le cycle time en fait. On était presque à 6 jours de temps de cycle entre bah, le développeur prend la tâche et la met en production. En fait, ça avait fait qu'augmenter de mon arrivée jusqu'à ces 3-4 ans. Je voyais que j'avais eu un impact négatif pour le coup sur tout ça et qu'il fallait trouver une autre approche pour. Ah, c'est pas toi, c'est Non, l'organisation qui a été mise en bien place. entendu, bien entendu. Mais en tant que manager ou un directeur qualité, à un moment donné, ça reste ta responsabilité de dire, OK, bah, en fait, cette approche-là, cette organisation-là, elle n'est pas adaptée ou elle est plus adaptée. C'était même plus adapté parce qu'en fait, c'est plus parce qu'on avait scalé que c'était plus adapté, en fait. Toujours un vrai challenge quand tu scales, d'avoir une organisation qui te permet de continuer à délivrer rapidement. C'est pas toujours facile. Donc voilà, donc à partir du moment où on a pris acte en fait de ce goulot d'étranglement, on a découvert la quality assistance, ben, on a cherché à la mettre en place. Et pour savoir si cette nouvelle organisation, cette adaptation fonctionnait, nous on a parlé de la vitesse tout à l'heure. Bah, pour moi c'était le cycle time. Ça a été un KPI essentiel pendant 9 ans chez Open Classrooms. Ça l'est toujours, mais bon, on le regarde peu parce qu'il est assez bas. Mais en fait, le cycle time, on voulait qu'il baisse. On voulait que ces 6 jours deviennent des 2 jours, de 2 jours, 2, 3 jours. Les spoilers, vous y êtes arrivé. Et on y est arrivé. Ouais. Et donc, voilà. Avec le même niveau de qualité, hein. Oui, avec en tout cas, la qualité perçue, le même niveau de qualité. Donc, qualité, c'est toujours difficile à mesurer. Nous, on l'a mesuré un temps par le pourcentage de temps passé par les développeurs sur les bugs, donc qui oscillait entre 5 et 15%. On a par des sondages tout simplement à tout le monde en disant est-ce que tu penses que ce que tu fais est de meilleure qualité qu'avant ou après le changement vers la quality assistance. Après, il y On a a des beaucoup. choses qui sont assez évidentes de voir si tu as dégradé la qualité avec le nombre de bugs bloquants et critiques que tu as mis en Ouais. prod entre l'ancienne et la nouvelle organisation. Ça, c'est, voilà, si tu as dû faire des fallbacks plus souvent ou ça a pas changé, ça va tout de suite se voir, hein, comme le nez au milieu du visage. Après, c'est pas. Il y avait aussi une volonté de définir la qualité. Quand on fait la quality science, on a voulu Ouais. aussi définir la qualité, pas quality. Et on a fait d'ailleurs un grand workshop avec Jean-Pierre Lambert de Scrum Life, Ouais. qui est venu nous assister dans ce grand exercice. On a vraiment réuni tout le produit, tout la tech, tous les designers et quelques stakeholders. Et on a cherché à définir ce que c'était la qualité pour Open Classrooms. On a travaillé sur la pyramide de Maslow, donc les besoins humains, et on l'a calqué sur la qualité. Donc on a la base qui est bah ça fonctionne.
Bah voilà, il n'y a pas de bug ou d'incident justement comme tu viens de le dire sur. Il y a la couche d'au-dessus qui est bah c'est tout ce qui est non fonctionnel, c'est performant, c'est robuste, c'est sécurisé. Euh, Après la couche d'au-dessus, c'est l'usability, donc c'est plutôt bah est-ce que c'est beau, est-ce que c'est engageant. Après, tu as la couche encore au-dessus qui est usefulness, qui est est-ce que c'est utile? Est-ce qu'on travaille sur quelque chose d'utile? Est-ce qu'on produit quelque chose d'utile? Et le dernier en haut de la pyramide, c'est ce que ça rapporte en fait. Est-ce que cette qualité rapporte de l'argent qui permet de réinvestir ensuite? C'est un peu le cercle vertueux qu'on disait dans un des épisodes précédents sur bah là, faut que l'entreprise gagne de l'argent pour pouvoir réinvestir dans l'organisation, dans les produits, pour répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs. Et cet exercice de workshop-là a permis aussi à la fois de faire un audit de où est-ce qu'on en était. Justement, on était très peu sur le bas de la pyramide, on avait peu d'incidents, peu de rollback, enfin, voire pas du tout. On était plutôt, on voyait que les discussions étaient plutôt sur l'usability, sur l'expérience, sur voilà. On cherchait à avoir plus de qualité un peu plus haut dans la pyramide. C'est là où c'est peut-être un peu plus compliqué à mesurer aussi. Et donc définir la qualité, ça a été aussi un, un très bel exercice pour la quality science parce que quand tu délègues en fait la qualité, quand tu responsabilises d'autres personnes, bah souvent d'ailleurs en les discussions entre testeurs et développeurs, il y en a un qui va dire oui, ouah, c'est pas grave. Ah, et le testeur qui est très carré, très critique, va dire ah, non, non, mais non, c'est rien, c'est pas. Donc quand tu définis la qualité, bah il y a plus de discussion. Tu dis bah on l'a défini, tous nos pages sont accessibles par exemple. Ou voilà, on veut utiliser le design system. Il y a plus de discussion sur ce genre de choses et ça permet de se baser sur ça pour pouvoir avancer et pour pouvoir responsabiliser les personnes. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ça, c'était un grand moment en tout cas pour l'organisation. Euh, et après, bah, on a petit à petit poussé la quality assurance, donc beaucoup de présentations. On était en phase de scaling, donc on accueillait toutes les semaines, toutes les 2 semaines des gens. Donc chaque personne qui arrive dans l'organisation produit ou tech, elle arrive avec son passé et elle connaît la quality assurance normalement et qu'elle découvre aussi la quality assurance. Donc faut pas non plus qu'elle casse le mouvement qui est en train d'être mis en place. On a aussi beaucoup de flexibilité aux équipes produits, enfin aux squads, pour s'organiser comme elles le voulaient. Moi, j'avais défini juste, je veux que le cycle time s'améliore, donc la vitesse, quality, at speed, et que la qualité elle se maintienne. Ça veut dire que c'était les devs qui devaient faire les tests par eux-mêmes plutôt que les QA concrètement et que les... Concrètement, ça se fait pas comme ça, bien Oui. entendu, L'objectif. mais en tout cas, c'est l'objectif. Donc, c'est comme ça que tu communiques aux développeurs. Tu communiques que eux doivent faire les tests, comme ça que tu communiques avec mes équipes à moi. Bah, vous devez faire en sorte de moins en moins vous investir dans l'exécution, de plus en plus vous investir auprès des développeurs pour les accompagner par des techniques de pair testing, par exemple. On a fait plein de choses, hein. On a essayé plein de trucs et on a laissé flexible chaque personne en fonction de ce qu'elle voyait comme besoin dans son Ouais. équipe de squad. Ça peut être des checklists qualité, ça peut être du pair testing, ça peut être il y a plein de façons de faire du QA brief. Beaucoup, on a repris des trucs qu'on retrouve dans Atlassian, dans les blogs Atlassian. Et la documentation sur comment tester telle feature ou comment tester telle typologie de test, comment tester l'accessibilité, comment utiliser VoiceOver, voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour petit à petit, et ça a duré un certain temps, ça a duré à peu près 2, 3 ans chez nous, pour essayer de passer de j'exécute tous les tests à j'exécute la moitié des tests ou les plus critiques et je exécute zéro test, quoi. Après, l'avantage, ce qu'on est des devs, c'est dès qu'il voit quelque chose qui est répétitif et chiant, il va avoir l'état d'esprit à dire, ça, je peux essayer de l'automatiser. Ça, c'est intéressant. Donc, il va essayer et en général, ça met un coup de poing sur l'automatisation. Alors Par c'est contre, ce qui est peut-être un peu plus compliqué, moi, je trouve, au-delà de dire, on fait ça, on fait ce type on a cet outillage pour essayer de vous aider à comprendre, c'est s'ils l'ont pas connu avant, de penser comme un utilisateur et comme un testeur. Et je trouve que
C'est l'être humain là qui va faire la différence. C'est pas le process, c'est pas ce qu'on a mis dans un Confluence, c'est l'énergie. Et donc il y a un double changement. C'est le positionnement du développeur qui doit changer. Donc penser Mm. comme un testeur, avoir les techniques de test. Ce serait bien qu'ils connaissent le pairwise, l'analyse des valeurs limites, des choses comme ça, parce que le but c'est qu'ils fassent le moins de tests possible avec la meilleure couverture, prendre le moins de risques. Et ça s'apprend. Et donc, il faut les aider. Et donc aussi, il faut que QA change de rôle et de positionnement. Et ça, c'est pas évident. Mais on en parlera au prochain épisode. C'est-à-dire Ouais, comment on change de rôle pour pouvoir y arriver. Et donc, en fait, dans cette transformation, tu as une double transformation des rôles qui est non négligeable. Donc, mm. c'est pour ça que ça prend aussi du temps. Et on parle beaucoup des développeurs, mais nous, on a aussi beaucoup axé sur tous les autres rôles de la squad. Pour nous, la quality assistance, alors on parle souvent de tests, mais en fait, moi, ce qui m'attachait pas trop, c'était les tests, c'est plutôt la qualité. Et comment tu peux saupoudrer un peu de qualité dans chaque rôle. Parce que le produit que tu vas au final délivrer à tes utilisateurs, c'est la somme de tout ce que le PM, le PO, le développeur, le designer vont faire. Et si chacun d'eux va saupoudrer un peu de qualité, tu auras à la fin un produit de qualité. Donc, accompagner les développeurs, oui, bien entendu, mais accompagner le designer parce que dès en fait la phase design, dès la phase de mock-up, dès la phase, il y a des tas de choses que tu peux C'est vrai. tester. Mais même le PM, le product manager, tu peux tester, il t'apporte un besoin et en fait en questionnant ou en machin, tu vas vite te rendre compte que peut-être le besoin est pas affiné ou que c'est pas la vraie solution que tu es en train d'essayer de mettre en place, etc., etc. Et en fait, c'est un accompagnement de toute l'équipe produit pour délivrer ce qu'on souhaite en termes de qualité. Et tu as bien raison de le dire, on met souvent l'axe où on dit on met plein de choses au dev, mais c'est vrai que c'est tout le monde qui est impacté par cette transformation. C'est le shift left dans son essence première, c'est-à-dire comment on prend la qualité dès le début, c'est-à-dire Mm. dès l'idéation, c'est-à-dire même avant l'aspect, c'est-à-dire ce que je vais faire, est-ce que ça va apporter de la valeur et est-ce qu'il y a une faisabilité technique envisageable déjà. Et shift left, mais on peut aussi, je peux partir aussi du shift right et dire Oui, aussi, ouais, et c'est ça. accompagner Il y a tout, les DevOps à l'observabilité, comment mieux gérer mes observabilité, données. monitoring. Est-ce que la feature sera bien, est-ce que les KPI qu'on avait prévus à l'initiative, bah, on peut les suivre après, etc. Et ben tout ça, c'est Moi, un effectivement à indicateur que accompagner. j'aime bien, c'est l'utilisation des nouvelles fonctionnalités. Parce Ouais, que souvent, on a tendance, surtout quand on est une startup, c'est on délivre des kilomètres de features. pour Au des final, on features. voit que les utilisateurs, ils en utilisent 20%. Et en fait, si on monitore pas, c'est difficile de définir une vraie stratégie produit qui va créer de la valeur pour l'entreprise. Le but, c'est pas faire tech for tech, Mm. c'est tech for product et for customer. Donc, il faut pouvoir générer ça et de se dire, ah, là, il y a quelque chose. De toute façon, on prend un pari. De créer des fonctionnalités qui vont pas être utilisées en production, c'est l'essence même du business model d'une startup, d'une scale-up et même d'une entreprise. Par contre, continuer à développer autour de quelque chose qui n'est pas utilisé, ça faut éviter. Et ça se Mm. fait avec de la data. Donc oui, là, sur le shift right, c'est super important de pouvoir. Et je pense que c'est le rôle du QA. D'ailleurs, quand on voit dans le modèle d'Albuckland, la phase finale, c'est que le QA il se positionne vraiment sur la supervision de la prod pour pouvoir être dans le cercle vertueux. Bon, bref, Mm. c'est un détail, mais je trouvais ça intéressant dessus. Mais voilà. Du coup, on a beaucoup blablaté. Ça a été plus long que d'habitude, mais c'était super intéressant. Juste peut-être pour terminer, t'avais quoi au final, t'avais combien de QA avant la transformation et à date, il y en a. Est-ce que tu en as encore dans tes équipes ou pas du tout? Donc on est effectivement monté jusqu'à 8-9 QA, donc un dans chaque squad. Maintenant, on n'a plus que deux personnes dans la qualité, dans l'équipe qualité. Et on a un nouveau rôle qu'on a appelé Quality Ops. Donc l'idée, c'est de construire des outils autour de la qualité au service de l'entreprise au global. Donc ça, on est encore un niveau au-dessus. Donc on n'est plus du tout en fait, pas forcément en tout cas à impacter une équipe produit, mais on est plutôt à impacter soit l'entreprise, soit toutes les squads. Euh, par exemple, par exemple,
On a beaucoup travaillé actuellement sur les tests d'accessibilité qui n'étaient pas automatisés actuellement. Et donc, on a fait en sorte que le QuadChiops puisse dédier son temps à mettre en place des tests d'accessibilité que les développeurs vont pouvoir utiliser, en fait, la plateforme de test automatisé pour l'accessibilité, que les développeurs vont pouvoir utiliser pour aller tester toutes les pages de la plateforme et s'assurer qu'on respecte les critères W, d'accessibilité. Voilà, WCAG c'est 2.0. ça, 2.2 AAA, etc. Mais voilà, c'est un des chantiers qu'il a pris. Mais il y en a plein d'autres, même au niveau plus global entreprise, qui peuvent exister. Par exemple, au niveau entreprise. Donc là, c'est de la qualité, mais c'est de la qualité au niveau de l'entreprise. On a une culture du feedback chez Open Classrooms. Et donc, on a un outil qui permet de faire des feedbacks à des gens. Et on a rajouté un bouton qui permet, via de l'IA, de s'assurer que le feedback est bien formulé. Et donc, c'est de la qualité entre nous, entre Non, mais collaborateurs de l'entreprise. c'est super intéressant. Et, euh, et c'est intéressant de voir comment la qualité est prise par tout le monde et au niveau de l'entreprise, pas juste comme un asset de testing. Et ça montre que la transformation a fonctionné. Et restez avec nous sur le prochain épisode où justement on va voir un rôle que Vincent a mis en place dans le rôle de la quality assistance, c'est le rôle du coach QA. Essayer de faire un peu un catalyseur de cette transformation et cette qualité. Et on va échanger sur les différentes expériences que Vincent et moi on a pu avoir dans différents contextes là-dessus. Merci d'être resté avec nous avec cet épisode qui est un peu plus long que d'habitude, mais c'était important parce que le contexte est riche. On pourra encore parler pendant 1 heure, Vincent. Oui, largement. Il y a un article qui va sortir sur mon blog sur ce sujet-là et qui va rentrer un peu dans les détails, donc n'hésitez pas aussi à le lire. Et restez avec nous pour le 3e épisode de cette mini-série sur la Quality Assistance. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.